Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de chacun mettre effectivement son casque. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon? Ouais. Ok, super. Bienvenue pour cette table ronde sobriété numérique, comment la cybersécurité peut prendre sa part. Pour traiter de ce thème, nous allons avoir quatre intervenants. Laure Alfonsi, vous êtes conférencière pour Green IT. Nolwenn Lester, vous êtes directrice des opérations chez Almonde et présidente de la commission cybersécurité chez Numéum. Julia Delrieux, vous êtes référente numérique responsable et RSE chez Digital League. Et Simon Lambert, vous êtes chercheur ENS Lyon, plus. Voilà, Cyril Group, effectivement. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus, je sais pas, en 1 ou 2 minutes, présenter votre organisation, votre entreprise, et puis ensuite on va pouvoir attaquer les débats. Laure, je commence avec vous, vous avez un micro juste là. Donc Laure Alfonsi, moi j'ai une formation d'ingénieur en IT et je fais partie du collectif et de l'association Green IT. Donc on forme, on accompagne, on sensibilise les entreprises sur les sujets du numérique responsable. Voilà, et puis on a toute la partie associative qui est d'intérêt général et donc on produit de manière bénévole de nombreuses études, des référentiels de bonnes pratiques, que ce soit l'éco-conception, le numérique responsable, etc. Nolwenn. Bonjour à tous, Nolwenn Lester. Donc, je suis la directrice des opérations du groupe Almonde, qui est un pure player des services de cybersécurité. On est 450 en France, présents un peu partout, dont ici à Lyon. Et également, je préside la commission cyber de Numéum, qui est le syndicat professionnel du numérique, des offres de solutions, plateformes, logiciels et services. Ça représente à peu près 85% du chiffre d'affaires de la filière numérique en France. Julia. Julia Delrieux, donc moi je suis la référente sur les sujets numériques responsables pour le cluster Digital League, cluster Auvergne-Rhône-Alpin. On a à peu près plus de 400 adhérents, principalement des éditeurs de logiciels, des agences et prestataires de services numériques, dont Cyril Group, ravi de vous voir. J'essaye d'accompagner les entreprises du territoire, adhérentes ou non, sur monter en compétences et en sensibiliser sur les sujets du numérique responsable. Et Simon. Et oui, donc Simon Lambert, moi je suis doctorant à l'ENS de Lyon. Et je fais une thèse CIFRE chez Cyril Group, donc c'est un éditeur de logiciels et un hébergeur de données. Donc ma thèse porte sur les impacts environnementaux du numérique, plus précisément des data centers. Je travaille principalement dans le data center la réduction de la consommation énergétique, mais je m'intéresse à tous les autres impacts environnementaux, sur la déplétion des ressources, l'utilisation en eau, etc. Voilà, tout ce qui peut toucher à ça. On va rester avec vous, Simon, parce qu'on va essayer de définir ensemble ce qu'est la sobriété numérique. Donc il y a des travaux de recherche sur cette thématique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça? Oui, alors sur l'impact environnemental du numérique, il n'y a pas énormément de recherche académique, mais en 2019, il y a donc un papier de Santarius et al. Qui a proposé une définition de la sobriété numérique qui est en fait une réduction directe ou indirecte de l'énergie nécessaire et des ressources nécessaires pour produire une application numérique. Et ils ont défini 4 volets de la sobriété numérique autour de 4 thématiques. Donc il y a la sobriété hardware sur la partie équipement, donc qui va toucher à tout ce qui est allonger la durée de vie des équipements, rendre les équipements plus petits, moins complexes dans cette idée-là. Tout ce qui touche au software, donc on va se poser la question de comment réduire, alors d'une part, la consommation énergétique d'un software qui va tourner sur un équipement physique, donc qui est très lié aussi à la partie hardware, mais aussi de manière générale et encore une fois de manière absolue, comment on va réduire la quantité de données qui va être utilisée et traitée par nos applications. Il y a tout le penchant des utilisateurs qui se découle un peu en 2 axes. On va forcément avoir dans la sobriété numérique besoin d'inclure les utilisateurs autour de ces thématiques et du coup on va se poser la question de comment les utilisateurs peuvent avoir une utilisation plus frugale du numérique ou alors comment ils peuvent utiliser le numérique pour avoir des comportements on va dire plus sobres de manière générale dans leur quotidien. Et enfin après il y a l'aspect économique qui va toucher à tout ce qui va être le numérique dans son ensemble et par quoi est drivé en fait le secteur numérique d'un point de vue économique. Est-ce que c'est pour créer de la ressource, de la richesse, ou alors est-ce qu'on va avoir plus le bien, entre guillemets, le bien commun comme intérêt? On a des démarches comme Wikipédia, par exemple, qui n'est pas forcément drivé par l'aspect économique. Et du coup, voilà, donc il y a tout ce penchant de recherche qui tourne autour de la sobriété numérique.
Quelqu'un veut ajouter quelque chose peut-être, Laure, Nolwenn? Oui, juste peut-être un point et en lien avec la suite de la discussion. La sobriété numérique et les thématiques autour de l'environnement, finalement, c'est un sujet parmi d'autres qui forment le numérique responsable. Et en fait, on repositionne, on l'a vu dans nos préparations, souvent la thématique de l'impact environnemental par rapport aussi à où on met le curseur par rapport à d'autres critères, dont la confiance, dont voilà, les enjeux d'inclusion, etc. etc. Laure, Julia? Laure, allez-y. Oui, effectivement, je pense que la sobriété et le numérique responsable, c'est quelque chose qui se mélange beaucoup dans notre vocabulaire. Et la sobriété, elle fait partie des solutions du numérique responsable et dans une approche plus globale. Et je pense que c'est dans les échanges qu'on a pu avoir et qu'on aura là. La sobriété, c'est un sous-ensemble du numérique responsable et je pense que chacun des aspects est très important. Alors, Nolwenn, je vous invite à nous présenter les travaux que vous avez menés dans le cadre de Numéum sur cette thématique. Oui, en fait, dans le cadre d'un groupe de travail à la base copiloté par Numéum et le campus cyber, on a lancé qui s'appelle Cyber for Tomorrow, donc cyber4tomorrow.fr. On a lancé une plateforme qui se veut un appel à la cyber-citoyenneté de chacun d'entre nous, professionnels cyber. En fait, l'idée derrière ça, c'était très basique, c'était de dire comment est-ce qu'on peut engager à l'action les professionnels cyber, qui sont donc des sachants, à faire en sorte qu'on contribue plus largement au numérique responsable. Et donc, c'est une plateforme dans laquelle on retrouve une vingtaine ou 25 initiatives, fiches actions concrètes qui sont activables par les professionnels cyber et qui visent 3 enjeux. Donc la cyber citizenship, donc c'est des enjeux de sensibilisation autour de la cyber, on n'en parlera pas aujourd'hui. Les enjeux de cyber spécialistes, donc comment on fait pour attirer plus de talents, plus de diversité et monter le niveau d'expertise de la filière. Donc ça, on n'en parlera pas non plus aujourd'hui. On n'a pas le temps. Et le 3e sujet, c'est cyber sustainability. Et là, on va en parler. Donc, qui sont plutôt des actions qui visent à conjuguer enjeux de sobriété numérique et cybersécurité. Voilà. Et donc, on a imaginé un certain nombre de dispositifs et d'actions concrètes autour de cette thématique-là, puisque le premier constat qu'on avait fait, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose qui existait, ni en France, ni à l'international. Voilà. Alors, quels sont les premiers enseignements de vos travaux? Est-ce que vous pouvez nous les synthétiser? Donc, peut-être pour préciser le cadrage global de ces travaux, c'est donc constatant qu'il n'y avait pas grand-chose qui permettait d'objectiver l'empreinte carbone de la cybersécurité. On s'est dit, quand je dis on, c'est un collectif d'une core team qui a embarqué 5 cabinets de conseil, des grands groupes, des collectivités et l'ADEME, à imaginer une méthodologie qui permettrait en fait d'évaluer l'empreinte carbone de la cybersécurité. Donc on a fait comme d'hab en cybersécurité, on est parti de nos frameworks adorés, on a pris le NIST, on a regardé les 700 points de contrôle, on a retiré les 50 mesures qui ont le plus d'impact d'un point de vue cybersécurité et en fait sur une dizaine d'organisations, on a évalué ces 50 mesures, enfin l'empreinte carbone de ces 50 mesures de cybersécurité à impact. Évidemment, dans les brainstorms en amont, on s'était dit « Ah là là, il faudra qu'on fasse moins de crypto sûrement, etc. etc. » Eh bien, pas du tout. Bon, les experts ne seront pas surpris, mais nous, on était un petit peu. En fait, la conclusion de ce pilote, qui a tourné sur une dizaine d'organisations, c'est que les deux mesures phares de cybersécurité qui en fait représentent 50% de l'empreinte carbone de la cyber, c'est tous les sujets autour de la résilience, de la duplication, enfin tout ce qu'on fait pour faire la résilience et donc assurer des reprises d'activité. Et 2, c'est tous les périphériques complémentaires que nous imposons pour à chaque fois qu'on intègre des prestataires, des tiers, etc. dans les organisations où on dit il faudrait un poste supplémentaire pour des raisons de sécurité. Et en fait, évidemment, à chaque fois, on essaye d'évaluer l'impact environnemental vs l'impact sécurité. Et ces deux sujets-là, on pense qu'il y a vraiment à travailler. Et par contre, la fameuse crypto ou chiffrage, ou tous ces sujets-là, c'est 1% de l'empreinte carbone de la cybersécurité. Donc on voit bien que ce n'est pas là qu'on peut chercher des accélérations. Donc la méthodologie, elle a fini sa phase pilote, elle a été diffusée en source ouverte
sur le site de cyberfortomorrow.fr pour ceux que ça intéresse depuis avril de cette année. Et maintenant, elle fait l'objet de passage à l'échelle. En tout cas, c'est ce qu'on espère. D'accord, il y a des entreprises dont la RATP, le Crédit Agricole, qui ont participé. Oui, la Caisse des dépôts et des Caisse des consignations, on a des collectivités, on a des plus petites structures aussi qui en effet ont testé et puis du coup on aussi démontrent que c'est un intérêt pour les RSSI maintenant d'intégrer ces dimensions-là dans leur feuille de route. Et donc d'ailleurs on a le Césin parmi d'autres qui est un des adhérents en tant qu'organisation de Cyber for Tomorrow. Et d'ailleurs chacun peut aussi adhérer en tant que personne individuellement si vous le souhaitez. C'est gratuit, etc. C'est juste pour que vous soyez dans la communauté de Cyber for Tomorrow. Laure, une réaction à ces premiers éléments Oui, alors, pour moi, il y a 2 points essentiels. Donc, déjà, le premier, c'est qu'effectivement, quand on prend toutes les études, que ce soit celles de Green IT, de l'ADEME, etc., sur les sujets du numérique, on se fait rapidement une idée que la fabrication des équipements est toujours un élément central des impacts. Donc, à partir du moment où on doit dupliquer, démultiplier ou rajouter énormément d'équipements, c'est ça qui va naturellement faire le poids de l'impact environnemental. Donc, pour la cyber, moi, je suis effectivement pas surprise par les résultats de l'étude parce que c'est un résultat assez prévisible et assez cohérent avec tout ce qui a pu être fait en amont. Après, il y a un deuxième point qui est très important pour moi et très important pour Green IT, c'est si on pouvait refaire la même étude en multicritères, ce serait vachement chouette. Parce que tout à l'heure, on en parlait, mais il n'y a pas que les émissions de gaz. Peut-être multicritères. Oui, j'y viens. Donc l'étude, elle est uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre, mais il n'y a pas que les émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi de gros enjeux sur les ressources fossiles, les ressources en métaux, en minerais. Il y a la qualité de notre eau. Parce que je pense que l'eau, on sera tous d'accord pour dire que c'est vital, c'est essentiel. Donc pouvoir peut-être aller un petit peu plus loin pour pouvoir peut-être aussi prendre une autre approche sur ces résultats pour avoir une vision un petit peu plus large et éviter dans les décisions les effets de transfert. Ça me semble quelque chose qui est très important parce que malheureusement, quand on voit que les GES, des fois on peut être amené à prendre des décisions qui vont en fait transférer les impacts, non pas les réduire, mais les transférer sur d'autres indicateurs. Voilà. Ok, Julia, Simon, une réaction également ? Alors, ce que je trouve qui est intéressant avec l'initiative de Cyber for Tomorrow, c'est que ça vient interpeller la communauté du cyber qui parfois pouvait potentiellement se dédouaner en disant en fait nous on est sur un sujet vital qu'il ne faut pas toucher, et je trouve que c'est intéressant justement de tacler ça. Parfois on a une vision, on oppose un peu le cyber et le numérique responsable, le Green IT, et donc c'était très bien de l'avoir réconcilié quelque part et d'ouvrir et permettre de faciliter la conversation à l'intérieur des entreprises avec justement des fiches, des supports qui rendent le sujet plus tangible. Et c'est une étape, une première étape vraiment nécessaire. Après, il y a aussi questionner en fait qu'est-ce qu'on protège. Le cyber qui lui-même aussi, peut-être le point commun que souvent le NR et le cyber ont dans les entreprises, c'est que c'est des parents pauvres. Il y a peut-être un peu de solidarité à avoir entre ces deux cousins un peu mal aimés ou mal compris. Et c'est de se rapprocher du métier en fait et de comprendre qu'est-ce qu'on protège et comment on peut protéger, parce que souvent, on l'a vu, le gros de l'impact, ça va être sur du matériel, mais une fois qu'on a dépassé ça, c'est de réfléchir en fait au périmètre en fait, du produit, au périmètre de ce qu'on protège, la quantité de données, la qualité de ces données. Donc ça permet aussi d'avoir des opportunités de dialogue en fait, avec le métier, avec les responsables data, pour se dire en fait, c'est quoi notre capital, qui est souvent assez immatériel, donc c'est un peu difficile. Peu d'entreprises connaissent bien qu'est-ce qu'ils ont au niveau data et au niveau de leur capital immatériel. Et donc on espère aussi que ça va permettre d'ouvrir un peu des conversations là-dessus aussi et d'étendre pour que justement on décilote ces sujets et que ça soit à part entière un sujet qui concerne la totalité de l'entreprise. Simon, cet inventaire justement des données sensibles et cette relation privilégiée avec les métiers, c'est hyper important et je suis d'accord. C'est vrai que du coup, quand on est sur les thématiques environnementales, on n'est pas surpris que ce soit le matériel qui soit dominant dans les impacts. Et pour rejoindre Laure aussi, je pense que c'est très important de s'intéresser non pas que aux émissions de gaz à effet de serre, mais à tous les autres impacts environnementaux du numérique. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé par contre dans la
démarche de Cyber for Tomorrow, c'est de prendre ce référentiel, donc NIS 2 qui est vraiment dédié à la cyber, et de regarder un peu, d'essayer d'identifier les mesures les plus impactantes et de regarder sur le critère carbone ici comment on pourrait réduire. Et je pense qu'il y a un vrai travail, alors si on reprend le côté académique, de recherche qui peut être fait là-dessus en utilisant des outils de mesure d'impact, non pas directement, un outil qui s'appelle notamment l'analyse de cycle de vie, qui va permettre derrière de guider les entreprises sur la bonne manière d'implémenter, la bonne manière, on va dire une manière moins impactante d'implémenter telle ou telle mesure cyber. Et ça rejoint un peu ce que disait donc, aussi Julia sur... on commençait à parler d'éco-conception, mais dans toutes ces thématiques-là, il y a le questionnement du besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin de protéger? Qu'est-ce qu'on a besoin de sécuriser? Et ça se retrouve dans les thématiques de sobriété. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette solution? Et donc en fait, ça permet vraiment de piloter en tout cas la stratégie cyber et de se poser les bonnes questions sur quelles mesures je dois implémenter pour bien sécuriser tout en limitant mes impacts. Quand on a préparé cette table ronde, il y a vraiment une expression clé qui est revenue, c'est le juste besoin. Oui, tout à fait. Je pense que c'est effectivement ce que Simon et Julia ont voulu exprimer. C'est vrai pour la cyber, mais c'est vrai pour tout démarche numérique. C'est toujours se mettre en perspective la valeur face à l'impact. C'est vrai que ces 10 dernières années, voire 15, l'essor technologique, les progrès technologiques ont fait que c'était un petit peu open bar. Dans le monde d'IT en général, dans la cyber aussi, mais dans le monde d'IT en général, on ne s'est pas vraiment posé la question de est-ce que, au pire, ça servira à rien, mais c'est pas grave. Et dans la cyber, il y a un petit peu ce côté-là où pour la duplication, on peut tout dupliquer, on verra bien ce qui sert. Mais déjà, je pense que d'un point de vue cyber, c'est pas forcément une bonne décision parce que c'est pas parce qu'on a tout dupliqué qu'on arrivera à tout relancer si jamais il y avait un pépin. Et derrière, on n'a peut-être pas besoin de tout finalement. Il faut peut-être se poser la question, et ça, je pense que c'est aussi le noyau de la réflexion quand on fait de la cyber, c'est là où est le risque vraiment, et qu'est-ce qui vaut le coup d'investir pour pouvoir pallier au risque. Nolwenn. En fait, peut-être juste pour préciser la méthodologie dont on parle. Donc, en effet, quand j'ai parlé de restitution d'études, c'est parce qu'on a fait une phase pilote qui visait à vérifier et adapter la méthodologie un peu théorique qu'on avait faite. Donc, du coup, on l'a rodée et maintenant, elle est affinée. Mais aujourd'hui, c'est bien un outil qui permet à chaque entreprise ou organisation, de façon spécifique, de dérouler en fonction de son contexte, en fait, sa propre analyse de où sont mes risques, où sont mes émissions en effet de gaz à effet de serre, parce qu'en effet on est sur cet axe-là uniquement pour l'instant, et du coup de décider, de mesurer et de décider en conscience par rapport à sa propre stratégie de où je veux mettre le curseur. C'est vraiment, je pense, ce qui manquait déjà comme première étape, c'est de savoir c'est quoi la photo en fait par rapport à mon contexte, et donc de se mettre en posture de management par rapport à cet enjeu d'empreinte carbone. Julia? Je voulais rajouter, moi je trouve ça intéressant, moi je m'intéresse beaucoup à la veille qui se passe au niveau mondial. Moi je suis franco-canadienne, j'ai passé pas mal de temps dans d'autres endroits, et on se rend compte qu'en fait il y a très peu de référentiels, tu l'as brièvement évoqué Nolwenn, il y a très peu de choses qui se font sur ce sujet dans d'autres pays. On a de la chance déjà d'avoir des institutions qui sont capables de nous financer ça encore, j'espère que l'ADEME va continuer d'exister, donc ça c'est un socle, et puis ils ont une impartialité sur ce qu'ils font, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas partisan et qui permet d'avancer sur le sujet, qui entre dans sa vocation. Et donc ça nous permet de créer des référentiels, des outils qui sont presque uniques. Et d'ailleurs on le voit parce que les entités publiques et les associations en France qui travaillent là-dessus sont régulièrement invitées à l'étranger pour montrer ce qu'on fait. Ça a ouvert un peu avec le bilan carbone, les Américains copient les méthodes. Donc on est un petit peu, c'était pas nécessairement le cœur du sujet, mais c'est quand même intéressant de voir que finalement on est en train aussi d'ouvrir une brèche de compétitivité et de montrer qu'on est capable de créer des référentiels qui vont permettre, avec le contexte de polycrise qu'on a là, de montrer qu'avec la sobriété, on est capable de rendre des services plus résilients et d'être plus réactifs face à des crises. Je sais que c'est un sujet qu'on n'avait pas nécessairement évoqué pendant la table ronde, mais que les initiatives comme Cyber for Tomorrow,
ça donne cet avantage-là aussi, et ça rend le sujet plus visible, et ça a le mérite de le poser, parce que, hormis une initiative européenne qui est en train de se construire aujourd'hui autour de la souveraineté, ces sujets-là sont encore trop peu abordés par la communauté plus globale, informatique, mondiale de la cyber. Simon, vous voulez rajouter quelque chose ? C'est vrai dans l'académique aussi, pour le coup. On est en France et en Europe, notamment en Suède aussi, il y a beaucoup de travaux académiques autour de l'impact environnemental du numérique. Mais ça reste, on va dire, assez marginal d'un point de vue mondial. Et c'est vrai que dans d'autres pays, alors aux États-Unis maintenant c'est d'autant plus compliqué, mais ils sont très orientés sur l'efficacité énergétique et ils ne se posent pas forcément les questions plus globales sur les autres impacts. Donc c'est vrai que là je rejoins totalement ce qui a été dit. Et il y avait juste un point aussi, alors qu'on n'avait pas forcément mentionné pendant la préparation de la table ronde, mais auquel j'ai pensé là, pour rebondir par rapport à ce que disait Laure. C'est vrai qu'au début, on avait tendance à tout dupliquer, tout garder, etc. Et maintenant, alors je pense que c'est peut-être encore un peu le cas, sûrement moins, mais en discutant notamment avec le RSSI de ma boîte, il y a la question de la réglementation qui se pose aussi. Des fois, ce qu'on garde, c'est pas forcément uniquement par plaisir, et les RSSI, pour le coup, je vais défendre peut-être un peu les RSSI, mais on leur demande de garder des informations. La question, c'est au niveau réglementaire, est-ce qu'on se pose les questions, etc. C'est peut-être aussi à nous d'aller voir sur les réglementations et de regarder comment on peut concilier les réglementations sur la partie environnementale et sur la partie sécuritaire. Oui. Merci pour le trait d'union, parce que c'est justement les travaux qu'on est en train de faire maintenant avec le campus cyber, c'est justement de croiser le RGESN avec les réglementations cyber. Et l'idée, c'est justement de donner quelques guides au travers d'un livrable qui, si tout va bien, sera disponible en source ouverte toujours, début d'année prochaine, début 2026. Voilà. Début 26. Oui, 26, ouais, c'est ça. Laure, tout à l'heure Simon évoquait la thématique de l'éco-conception. Quelle place pour l'éco-conception dans la thématique qui nous anime aujourd'hui ? L'éco-conception, il faut qu'elle soit au cœur de la cyber. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Nolwenn parlait. Donc, le RGESN, c'est le référentiel général d'éco-conception des services numériques, hein, pour ceux qui ne connaissent pas par cœur ce petit acronyme très mignon. Et donc, c'est un référentiel qui permet de vous inviter à réfléchir à toutes les étapes du cycle de vie d'un service numérique, donc depuis sa conception en passant jusqu'à sa fin de vie, donc le décommissionnement s'il vous plaît, et en passant évidemment par toutes les étapes de vie, de maintenance, etc. Ça invite à se poser des questions, que ce soit sur les fonctionnalités, sur leurs valeurs, sur leurs impacts, sur les données, leur durée de vie, est-ce qu'elle doit être froide, chaude, à quelle fréquence en avez-vous besoin. Donc ça invite vraiment à se poser plein de questions, et je pense que le fait que ces travaux-là aient une brique, alors aujourd'hui il y a déjà une brique IA, spécifique IA, il y a évidemment tout par domaine, et si bientôt il y a une partie cyber, je pense que c'est extrêmement précieux. Ça doit être l'éco-conception, ça doit vraiment être un automatisme. Julia le disait, on est très riche en France en termes de référentiels, en termes d'outils pour éco-concevoir. Ils sont produits par... il y a l'ADEME qui travaille dessus, il y a l'INR, il y a Green IT, il y a Numéum, il y a plein, il y a évidemment la DINUM, il y a plein de... Voilà, on est très nombreux. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent sur ces sujets-là. Et vraiment, profitez-en. Et je pense qu'il y a un point clé aussi qu'on avait cité pendant la préparation, qui est la maîtrise de l'inventaire. Tous ces éléments-là, ils vous poussent à vous réfléchir à vos pratiques et à la maîtrise de votre inventaire. Savoir qu'est-ce que vous avez sur vos serveurs, est-ce que vraiment c'est utile, est-ce que ça mérite, quel est le niveau de risque, et quelles sont les décisions qui sont à prendre. Je pense que ce soit les bonnes pratiques et la maîtrise de son inventaire, de son parc, c'est vraiment 2 éléments clés. Une réaction, Julia ? Oui. Oui, alors l'objectif, c'est qu'un jour, on ne parle plus de numérique responsable, on parle juste de numérique, en fait. Il ne faut plus que ça soit quelque chose qui est traité à côté, ou qu'on se dit « Ah, bah tiens, on va penser au RGESN ou à telle pratique après ». Et l'autre chose que je vois, on a de plus en plus d'entreprises chez nous qui s'engagent dans des démarches d'éco-conception. Et souvent, ce qui remonte, c'est de dire en fait, c'est un sujet de qualité. Parfois, c'est un sujet de performance. Et donc, en fait, ça amène juste à améliorer ces pratiques
parfois. Et donc, ce n'est pas antinomique, au contraire. On va avoir potentiellement quelque chose de plus qualitatif à la fin parce qu'on aura fait l'effort, on aura pris le courage finalement de poser des questions qui trop souvent arrivent en aval. Et l'éco-conception, c'est un peu le même son de cloche que je reçois de plus en plus d'entreprises qui le font. Et deuxièmement, c'est de comprendre que c'est un sujet qui concerne tout le monde. On a parlé du juste besoin. L'INR pousse pas mal cette idée du 3U. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utilisable? Est-ce que c'est utilisé? Et en fait, cette question, il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance technique. Vous pouvez la poser au métier, vous pouvez la poser au marketing, à la communication, de pouvoir avoir tout le monde dans la même pièce qui pose cette question-là et que tout le monde est d'accord sur à quoi ressemble le 3U. Et après, on va voir comment on va protéger le 3U. C'est pas techniquement compliqué. Il faut juste admettre qu'on va peut-être changer la manière de procéder et il y a de fortes chances que l'éco-conception sera un bon référentiel pour se guider là-dessus et arrêter de le voir comme quelque chose, une couche à rajouter après parce qu'en fait tout le monde y perd au change dans ce genre de démarche. Ça ne marche pas vraiment alors que quand on se dit qu'on va l'aborder de manière plus holistique, eh ben, c'est gagnant et j'ai même des entreprises, que ce soit en cyber ou non, qui vont me dire on arrive à augmenter la valeur de ce qu'on produit pour nos clients parce qu'on a intégré ce genre de principe dès le début et qu'on a su le présenter à nos clients. Donc en fait, ça c'est quand même des signes assez encourageants, comme quoi c'est pas du tout antinomique avec ce que le marché a besoin en fait. Ok, Laure, Simon, ouais. Ouais. Et pour reprendre ce que tu viens de dire, c'est vrai que penser l'éco-conception après la mise en place d'un service, généralement c'est déjà trop tard parce qu'il y a cette question du juste besoin toujours de est-ce qu'on a vraiment besoin de ça et de même quand on va mettre en place une solution, déjà réfléchir à sa fin de vie, comment on va pouvoir la gérer, c'est hyper important. Moi, on a parlé là beaucoup des référentiels de RGESN et notamment aussi on avait NIST au début. Je pense que la question qu'on peut se poser et qu'on doit se poser, alors je ne sais pas s'il y a des professionnels, enfin des pros de la cyber dans l'audimat, j'imagine, mais c'est comment on va réussir à mettre à disposition ces référentiels pour les personnes qui travaillent au quotidien sur ces thématiques. Et ça, il y a plein d'enjeux là-dessus qui sont à relever pour tout le monde, nous dans le numérique responsable et du côté cyber aussi, pour qu'à la fin on arrive à parler juste uniquement effectivement de numérique et pas siloter l'ensemble de ces axes. Sur la partie maîtrise de l'inventaire aussi, je voulais réagir là-dessus. C'est vrai que c'est un point que j'avais entendu notamment à la présentation des premiers résultats de Cyber for Tomorrow et de Cyber Sustainability. C'est vrai que c'est hyper important en fait de maîtriser son parc. Alors là où il y a des ponts qui peuvent être faits entre cybersécurité et numérique responsable, et si on va aller dans la sobriété, c'est si on sait exactement ce qu'on a dans notre infrastructure, forcément d'un côté on va être en mesure de mieux la sécuriser, d'apporter les bonnes solutions, et d'un autre côté, alors pour la partie numérique responsable, c'est d'autant plus simple pour quantifier les impacts qu'elle peut avoir. Mais du coup l'idée c'est, alors quand on va dire comment on peut bien sécuriser une infrastructure, ça va être quels outils vont être à disposition et peut-être appliquer des référentiels. Enfin, les outils qui sont mis à disposition des RSSI, ils sont développés par des sociétés spécialisées et est-ce que aussi ces sociétés sont prêtes à prendre ces outils et à éco-concevoir leurs solutions pour mettre à disposition des RSSI des solutions un peu plus, on va dire, mesurées, entre guillemets. Mais, voilà. On va passer la parole aux personnes qui nous écoutent, mais avant j'ai une double question par rapport au RSSI. Ma première question c'est est-ce qu'ils sont sensibilisés à tout ce qu'on vient de dire? Et s'ils le sont, est-ce qu'ils ont le pouvoir de véritablement faire changer les choses? Nolwenn? Objectivement, c'est encore hétérogène dans le niveau de sensibilisation des RSSI. Pour autant, il y a clairement un noyau qui est hyper motivé et qui essaye d'introduire ça dans le cœur de l'activité du RSSI. Et encore une fois, quand le CESIN adhère à Cyber for Tomorrow avec en feuille de route de travailler sur ces sujets de sustainability en numéro 1, c'est quand même l'illustration que c'est un sujet important. Par contre, quand on les interroge, parce qu'on a fait un sondage avec le CESIN auprès de l'ensemble, le CESIN c'est donc l'association des RSSI, auprès de l'ensemble de leurs adhérents,
Ils expliquent que globalement, ils sont préoccupés par le sujet. Par contre, en effet, en termes de levier, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, mon avis perso, c'est qu'ils ont un rôle majeur à jouer parce que, de base, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est les hommes clés de la confiance numérique. Et donc, ils ont une crédibilité en fait à pousser ces sujets-là et à servir de bras de levier. Mais il y a encore un petit peu de chemin. Oui, Julien. Oui, je rejoins un peu ce qu'on voit chez les adhérents. Moi, je vais recevoir des demandes comme ça, parfois des RSSI, de se dire c'est quoi mes leviers, comment je peux aller sensibiliser comment je peux sensibiliser là-dessus. Ça va dépendre, hein, comme toutes les organisations, ils ont plus ou moins de marge de manœuvre. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de sensibiliser par rapport à l'usage du reconditionné ou de contribuer aux filières locales en faisant comprendre que leur stock dormant, c'est plus un stock dormant, c'est un gisement. Ça, c'est une notion qui est vraiment importante et de dire, en fait, vous pouvez contribuer par rapport à ça. Parce qu'on peut revenir sur le sujet stricto sensu de la sobriété et de défaire les a priori autour du reconditionné également en se disant, parce que souvent les RSSI vont être impliqués des étapes clés. On disait, hein, le matériel, ça représente le nerf de la guerre en termes de l'empreinte carbone, mais aussi matériaux, multicritères. Et donc, parfois, déjà, le reconditionné, en fait, c'est déjà un bon point de départ, on va dire. Et puis après, essayer d'éviter la prolifération des périphériques. Et donc, moi, ce que j'encourage, c'est de dire, rapprochez-vous du DAF, rapprochez-vous du chargé de projet RSE si vous en avez. Réfléchissez à comment vous pouvez peut-être éliciter des arguments financiers, parce que ça reste le nerf de la guerre, surtout pour les entreprises. On se rappelle que l'économie n'est pas top en ce moment. On s'attend à ce que les entreprises passent une période difficile. Donc, on ne peut pas non plus proposer ce qu'ils mettent en place des solutions qui va demander peut-être des ressources additionnelles ou plus de temps. Donc, c'est vraiment de travailler à l'intérieur des entreprises et de voir est-ce qu'on a des arguments, des points communs qu'on peut aller avancer pour avoir plus de poids au niveau du CODIR. Et j'en profite, il y a Boavista qui est une super association aussi, qui est un peu un des nouveaux dans l'écosystème, qui s'intéresse à ça. Ils ont fait une première étude qui s'appelle « Comment embarquer ma hiérarchie dans une démarche numérique responsable ». Ils ont fait une étude de suivi. Ils galèrent à trouver des indicateurs. Aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui ont des indicateurs. Donc, quand on veut faire des choses, on vise la sobriété, ça reste le portefeuille globalement quand même, qui peut être une bonne passerelle pour aller sur des arguments qui parlent un peu du monde d'avant et qui sont rassurants, quoi. Laure. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mesures numériques responsables qui amènent à des économies. Moins de matériel, rallonger la durée de vie. Donc voilà, il peut y avoir des arguments. Et oui, alors c'est marrant parce que du coup on parlait avec Laure juste avant de ça. Alors moi je suis pas un expert, je pense que je suis pas un expert au niveau RSSI, mais la question se pose de est-ce qu'il y a vraiment un profil de RSSI, et je pense que ça dépend beaucoup des organisations globalement. Et les RSSI peut-être dépendent de leur direction, voire de la réglementation. On leur demande de sécuriser des choses avec les moyens qu'ils ont. C'est ce que, pour avoir échangé avec quelques RSSI, c'est ce que j'ai entendu. Et du coup, peut-être que... Et en plus, on leur demande généralement le rôle du RSSI, l'objectif, c'est globalement zéro attaque, quoi. Le but, c'est d'avoir tout sécurisé. Alors peut-être qu'il faut se poser cette question-là, même si en fait, c'est difficile de se dire ouais, on va tolérer quelques attaques ou quelques fuites de données, parce qu'en plus, il y a des risques financiers derrière. Une fuite de données, c'est une amende de la CNIL généralement. Il y a un risque d'image. Voilà, il y a un risque sur la réputation, etc. Donc globalement, je pense qu'ils ont vraiment un rôle à jouer là-dessus, parce que c'est peut-être ils peuvent jouer la passerelle entre la partie réglementation, etc. et la partie numérique responsable, voire sobriété. Maintenant, il faut, je pense, jongler avec la diversité des profils de RSSI qu'il peut y avoir, des profils d'organisation globalement. Et c'est vrai que dans certaines organisations, on va se dire on va tout verrouiller au plus possible dans la santé, par exemple, etc. Il y a des choses peut-être d'un autre côté où on peut se dire c'est peut-être un peu moins grave, non pas d'avoir des fuites des données, mais de se dire, ça rejoint par exemple ce qui peut être fait avec le Low Tech Magazine, de se dire si une application, si un service n'est pas constamment disponible, est-ce que c'est vraiment grave ? Ça passe par la sensibilisation des RSSI, mais ça passe aussi par la sensibilisation des utilisateurs finaux, de se dire si pendant 5 minutes mon application là elle n'est pas disponible, est-ce que je peux pas faire autre chose pendant 5 minutes et derrière revenir à ça. Ça c'est un spectre très large. Ça c'est un plus vaste débat, effectivement. Voilà, effectivement.
Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans notre auditoire? Allez, la première, c'est toujours la plus dure à poser. Alors moi, j'en avais une en stock que je n'osais pas poser, le thème de la mutualisation des moyens cyber, et notamment dans le secteur de la santé. On voit qu'il y a des groupements hospitaliers de territoire, les GHT, qui existent et qui s'organisent pour mutualiser les moyens, les SOC, un certain nombre d'outils et de plateformes. Est-ce que ça vous semble être une bonne thématique aussi, la mutualisation, pour cette thématique de la sobriété? La mutualisation, oui, évidemment. C'est un point hyper important, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde de la santé, au niveau des collectivités, même au niveau individuel. Alors évidemment, ça pose énormément de questions, sécurité, cybersécurité. Mais sur le principe, d'un point de vue purement numérique responsable, on l'a dit et on le redit, limiter le volume d'équipement, allonger la durée de vie, etc. Donc la mutualisation ne peut être qu'une bonne chose. Maintenant, il faut que ce soit bien fait. Il y a d'autres critères, notamment sur tout ce qui va être infrastructure, tout ce qui va être data center, qui vont rentrer en ligne de compte. Et après, il y a l'enjeu de la sécurité, mais ça, je pense que je peux passer le micro à Nolwenn qui va nous en parler. Ça peut être la mutualisation des outils, des plateformes, mais aussi des compétences. La mutualisation des compétences, oui, je pense que l'un va avec l'autre aussi. Au niveau territorial, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est que l'un peut aller avec l'autre. C'est-à-dire que si on mutualise, que ce soit des services et donc le matériel sous-jacent, derrière, il va sans doute y avoir les équipes dédiées et donc des équipes mutualisées. Ok, Nolwenn. En effet, on a eu cette discussion-là aussi en parallèle de la table ronde. Intuitivement, on se dit que c'est plutôt une bonne idée sur l'impact environnemental et autour des enjeux de sobriété. Moi, on l'a pas mesuré. Alors voilà, donc en tant que manager de la sécurité, nous on aime bien mesurer à chaque fois, l'impact positif, négatif, etc. Clairement, je pense que le premier levier qu'on recherche quand on fait de la mutualisation, c'est objectivement pas celui-ci. Enfin, on va plutôt rechercher des économies, du benchmark, de la qualité ou des choses comme ça. Voilà. Et je ne suis pas sûre que ce soit aujourd'hui le driver de décision. Mais du coup, je partage avec l'auditoire la remarque que j'avais faite dans la discussion un petit peu off, que du coup, ça amène de l'eau au moulin de se dire tiens, est-ce qu'on ne devrait pas aussi rajouter cette dimension mesurable pour accélérer la mutualisation là où c'est possible. Julien ? Je pense que dans les contextes, notamment je pense pour les collectivités, il y a peut-être plus de facilité à aborder le sujet parce qu'ils ont des contraintes comme la loi RIN qui obligent déjà à un peu plus scruter comment est géré le parc informatique et du coup aussi la sécurisation. Je pense que la cyber et les fuites étaient un sujet qui était plutôt lointain des gens, mais quand on a commencé à être hacké ou quand on entend parler d'hôpitaux, vous avez vu les hôpitaux. Oui, là, je parlais effectivement du secteur hospitalier. Le secteur hospitalier, je pense que ça touche un peu plus les gens parce que tout le monde passe dans un hôpital et on sait que le sujet est plus sensible autour des données. La mutualisation des compétences, je pense que déjà, il y a quelque chose à y gagner parce qu'effectivement, c'est quand même un peu une terra incognita de se dire comment est-ce qu'on concilie le cyber et le numérique responsable de telle sorte à ce qu'on n'essuie pas les frais d'expérimenter. Alors, il y a ce qui est bien avec Cyber for Tomorrow, c'est qu'il y a des fiches, il y a des guides. Vous avez essayé de combiner le NIS 2 avec ce qui se faisait en éco-conception. Mais effectivement, il y aura beaucoup de pratiques et je pense que l'échange transparent, facilité pour justement monter en compétences, voir ce qui a fonctionné, expérimenter et avoir cette communauté de pratique. Je pense que c'est hyper important. Je pense qu'en France, on est encore un petit peu très frileux sur cette culture de l'échec et de partager. Et c'est particulièrement important de le faire et de se dire, voilà, moi je vais vous parler de ce qu'on a fait quand nous on a sécurisé et voir là où ça peut mutualiser nos connaissances. La mutualisation, moi, ça m'évoque aussi par rapport au périmètre en fait qu'on expose. Et quand on mutualise, j'espère que quand on pousse vers la mutualisation, on a une très bonne connaissance des données qu'on va mettre là-dedans. Laure l'a évoqué récemment. Moi, j'avais travaillé sur un dispositif médical et on s'est rendu compte que les contraintes, on devait garder des données jusqu'à 6 mois ou 3 ans. Et en fait, on avait besoin que de 3% des données pour faire tourner le dispositif qu'on faisait. Donc, on a imposé à notre client de mettre des données froides.
de stocker en froid et en local. Et donc, en fait, ça se pose la question effectivement de mutualiser ou de se dire, j'ai peut-être un petit serveur legacy qui tourne dans mes bureaux et mes données froides, elles sont là. Et donc, tout ce que je mutualise, c'est 3% qui est hyper sécurisé. Donc ça, c'est un exemple peu pratique par rapport au médical où finalement, ça n'était pas été une question d'argent, c'était pas compliqué à faire. Et ça montre qu'effectivement, il y a des mesures qui sont faites à partir du moment où on a la bonne information au bon moment dans la conception de sa stratégie, de son architecture. C'est bon. Ouais, c'est super parce qu'en plus j'ai eu le temps depuis la préparation de repenser à cette question de multimodalisation et en fait je me suis rendu compte qu'elle couvrait un peu tous les périmètres des 4 volets de la sobriété dont je vous ai parlé au début. Sur la partie forcément économique, ça fait partie des enjeux de sobriété dans la définition qu'on a vue. Et ensuite après sur la mutualisation des ressources, en tout cas dans les data centers. Les data centers aujourd'hui vont mutualiser des ressources physiques au niveau du calcul notamment. Et en fait, on se rend compte qu'en appliquant des leviers de sobriété software, on peut par exemple éteindre des ressources physiques. C'est très intriqué la partie hardware et software. Et ça fait partie des travaux de thèse que j'ai fait. On a travaillé sur l'extinction de toute ou partie des ressources physiques du data center. Et notamment, en fait, en mutualisant les ressources physiques, on a proposé à des utilisateurs de l'infrastructure d'éteindre certaines de leurs applications à certains moments. Notamment la nuit et les week-ends quand elles ne sont pas utilisées. En fait, on s'est rendu compte que derrière, on pouvait nous faire des économies sur la partie énergétique. Et du coup, ça reprend la dernière thématique qui est l'inclusion des utilisateurs, où en fait, on a demandé aux utilisateurs sans rétribution financière, parce que c'est des utilisateurs internes de l'entreprise, de juste éteindre leurs applications quand ils n'en avaient pas besoin, qui est un comportement de sobriété pour le coup. Et nous, ça nous permet d'éteindre derrière d'autant plus de machines physiques, de faire des réductions. Après, sur la partie recherche, on a essayé de projeter les résultats à plus long terme pour voir si on pouvait avoir des économies sur le dimensionnement du parc et les autres impacts notamment. Et le dernier point que je voulais amener, c'est que on a interrogé les utilisateurs sur pourquoi notamment ils éteignaient leurs applications et l'enjeu de la sécurité revenait. Parce qu'on avait en fait des applications qui sont éteintes, on ne peut forcément pas les attaquer. Et aussi on a toute la partie mise à jour, etc. Compatibilité et maintien des mises à jour et des normes de sécurité, des patchs de sécurité sur les applis. Et du coup ça regroupait un peu toutes les thématiques qu'on a abordées. Alors je me tourne à nouveau vers notre auditoire, savoir s'il y a une question. Toujours pas. Si, madame. C'est vrai que par rapport à ce que vous évoquiez en l'occurrence sur l'impact du matériel auprès des organisations, c'est vrai que les entreprises en l'occurrence, elles ne changent pas leur parc informatique par plaisir. C'est souvent lié aussi à des problématiques en fait, de fin de support et donc qui entraînent des problèmes de cybersécurité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi un travail auprès des éditeurs, enfin des constructeurs à réaliser sur des constructeurs qui ne sont pas français, qui sont plutôt étrangers. Quel est l'axe aujourd'hui par rapport à cette sobriété numérique et ces problèmes-là rencontrés ? Moi, je vais donner un peu l'éclairage de ma lanterne, mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet qui n'est pas qu'au cyber, c'est le sauvegarde des compétences des langages legacy, des environnements. On a de plus en plus de gens qui sont formés au métier, mais sur des environnements et des langages qui sont plus avancés ou qui sont dépendants de langages plus bas niveau. Donc, en fait, on parle de matériel. Là, il y a le gros sujet de Windows 10, 11, qui finalement touche un peu le grand public, qui interpelle. 400 millions de PC qui disparaissent. Mais oui, il y a un gros sujet sur les compétences, en fait. Et je pense que les écoles qui forment au métier d'infra et réseau, ils galèrent même à trouver des formateurs sur du C++. Donc, il y a une vraie prise de conscience à prendre. Là, on a parlé du secteur hospitalier, secteur bancaire. Tous nos systèmes de virement tournent sur des environnements très legacy. Quand Lotus va s'arrêter, ça va poser un énorme problème aussi. Donc, je pense qu'il y a une culture. Il faut se réapproprier ces éléments-là. Il faut peut-être tordre un peu le bras aux étudiants ou aux gens qui se reconvertissent ou qui montent en compétences pour aller revenir vers ça et mettre les mains dans le cambouis un peu plus loin dans nos infrastructures pour être un petit peu plus résilient là-dessus. Ce matin, il y avait une table ronde sur les métaux rares et tous les risques que ça
ça représente de continuer. On est sur un suicide climatique, à continuellement vouloir faire du nouveau. Et la réponse, c'est apprendre à faire durer au maximum. Et là, il faut que tout le monde soit à bord. Tu l'as mentionné, les éditeurs de logiciels, les développeurs, les écoles qui forment. C'est vraiment c'est le maître mot, moi je trouve. C'est les compétences et savoir faire durer au maximum. Et penser aussi son système en se disant si on a un collaborateur qui est encore sur un iPhone SE 2020, il faut que ça dure jusqu'en 2030 en fait et que ça soit non négociable et d'essayer de mettre ça et de faire de la pression aussi sur la chaîne de valeur, sur les fournisseurs, de challenger sur les cahiers de charges, de dire nous on prendra un système avec une plage d'obsolescence, il faut que ça tourne autour de 10 ans quoi. C'est un sujet qui est pas simple et c'est aussi pour ce type de thématique que c'est important de se regrouper et d'essayer de se comprendre, partager la transversalité de ces sujets de cyber, de sobriété et de le porter à la bonne échelle, qui est probablement plutôt l'Europe. Voilà. Donc c'est aussi ce qu'on essaye de faire. Oui, au niveau européen, je pense que c'est très réglementaire aussi avec le Green Deal, etc. et les démarches qu'il peut y avoir autour de ces thématiques. Et dans le numérique responsable, enfin en tout cas la vision que j'en ai, mais de ce qui est proposé, le but c'est d'engager toutes les parties prenantes. Et il faut effectivement aller challenger ses fournisseurs sur ces appels d'offres, etc. Et derrière, pousser... J'ai l'impression que ça se fait de plus en plus, en tout cas moi de ce que je vois dans le data center dans lequel je travaille, ça fait maintenant 7 ans que j'y suis, et de plus en plus on arrive à allonger la durée de vie de nos équipements parce qu'on arrive à dire à nos fournisseurs, qui n'ont pas forcément changé, de prolonger la garantie qu'on peut avoir sur ces équipements. Et derrière, après, forcément, on peut les réutiliser dans d'autres contextes. Quand on a des entreprises qui n'ont plus forcément besoin de certains équipements ou alors qui ne peuvent plus les garder pour des questions de garantie, ils peuvent très bien servir à d'autres endroits, dans des écoles, dans des labos de recherche, etc. Donc il y a cette thématique d'engager les fournisseurs et derrière il faut aussi se poser la question de la fin de vie de ces équipements. On peut, au lieu de les mettre au rebut, juste leur donner une seconde vie. Pour compléter, quelque chose d'intéressant, il y a un gros cabinet qui s'intéresse sur les tendances cyber, américain je crois, qui a sorti une étude globale sur l'analyse des vulnérabilités des data centers sur les différentes parties du monde. Et c'est intéressant de voir qu'on n'était pas trop mal en Europe, mais ils ont caractérisé les types de risques climatiques, dessèchement, inondations, etc. Donc il y a ces risques physiques très réels en fait, qui arrivent, qui vont toucher tout le territoire. Sur la France, on a potentiellement 2/3 du territoire qui est concerné par des risques géophysiques qui vont impacter nos infrastructures numériques. Donc je rends ça visible aussi parce que parfois on se dit les réglementations, on voit bien que Trump commence à piétiner ça, ils vont faire, on va peut-être probablement rétro-pédaler sur certaines choses comme on a vu avec la CSRD. Mais en fait, il ne faut pas que les entreprises se fient uniquement à ça en se disant on va rétro-pédaler dans 2-3 ans parce que quand on va avoir des infras qui vont être physiquement menacées, pas par Trump, mais par des impacts climatiques, en fait, c'est les entreprises qui vont l'avoir, qui vont eux être vulnérabilisées en fait. Donc, c'est d'essayer d'avoir cette approche-là, et on le voit de plus en plus des entreprises engagées qui invitent leurs partenaires, leurs clients à réfléchir sur ce long terme-là, à prendre en compte ces vulnérabilités pour faire leurs décisions d'affaires. Alors, c'est naissant, mais ça progresse. Laure ? Oui, moi, je pense que Julie a parlé de compétences et je pense que vraiment la compétence, c'est la clé parce que ça amène à plus de résilience. C'est-à-dire qu'on a, je sais pas moi, un parc de PC qui est soumis à cette fin de maintenance de Windows 10. Il y a des solutions en fait. Mais c'est vrai que on a tellement d'habitude et on s'est tellement habitué à Microsoft, à ce petit environnement, etc., que on n'a pas forcément ni les réflexes ni les compétences pour pouvoir faire autrement. Donc je pense que c'est la résilience, que ce soit quel que soit le risque de cyber, ou autre, de sécurité au sens large. Je pense que se réapproprier les compétences, c'est vraiment, et la mutualisation du coup de ces compétences-là, je pense que ce sont vraiment 2 éléments clés qui permettent de pouvoir réagir en cas de pépin et d'anticiper bien mieux aussi les pépins. Très bien, merci beaucoup à vous 4. On peut vous applaudir.